Bien, on retiendra beaucoup de choses que vous avez dit, Monsieur Henri-Guénaud, et notamment cet appel à la solidarité et à la morale dans l'organisation de notre société avec de nouvelles règles qui restent à inventer. Il y a maintenant devant nous un petit moment pour ceux d'entre vous, comme je l'avais indiqué, qui veulent commenter l'ensemble de cette activité de forum ou qui ont des propositions qui leur restent sur le cœur ou des statements à nous offrir. Voilà, la parole est à vous. Qui veut la prendre? Nous allons commencer tout de suite par vous, si vous voulez bien. Représentez-vous à tout le monde. Oui, je suis Moubarak du Sénégal. D'abord, rapidement, sur l'exposé d'Henri Guénaud, je pense qu'il a parlé de tout, sauf de la Méditerranée et de l'Atlantique. Bon, ça me paraît bizarre. Je voudrais suggérer qu'on fasse une étude de cas sur l'Union sur la Méditerranée, parce que nous travaillons quand même depuis hier, depuis plusieurs années. Je pense que ce serait utile de regarder pourquoi l'Union sur la Méditerranée en est là aujourd'hui, voir quelles leçons il faut en tirer et voir comment aller de l'avant. Sur l'exposé sur l'énergie, je voudrais compléter ce qui a été fait par le président du groupe avec 4 idées qui ont été discutées mais qui ne sont pas sorties dans le rapport. Le premier, ça a été proposé par le représentant de l'Union européenne, c'est de mettre en place un groupe de travail atlantique sur l'énergie. Personnellement aussi, j'ai suggéré la mise en place d'une agence transatlantique de la sécurité et de la coopération énergétique. Nous avons également suggéré la mise en place d'un fonds de promotion des énergies renouvelables. Le secteur privé aussi, le représentant de Shell avait exposé la nécessité de renforcer la coopération énergétique entre le secteur privé d'énergie dans le monde atlantique. Voilà quelques idées qui étaient là, qui n'ont pas été reprises. Merci. Merci. De ce complément, Xavier Guilloux. Oui, suite aux propos de Henri Guénaud, j'aimerais rajouter peut-être une formulation. Je pense que assainir la situation sur le plan financier aujourd'hui suppose quelque part une démarche éthique sur le plan politique. Je ne veux pas charger le monde politique, mais le monde politique a quand même pendant une vingtaine d'années souscrit aux logiques de cupidité qui nous ont emmenés dans ces... vous avez parlé de ces dérivés, moi je parle de dérives sur le plan de la spéculation, enfin de l'organisation de cette ingénierie financière qui aurait dû soutenir la mondialisation et qui a soutenu plutôt des logiques de prédation et de spéculation. Pour autant, l'éthique ne suffira pas, il faut aussi du charisme. Parce qu'il va falloir, si on veut construire, faire bouger les lignes, construire des projets audacieux et innovants sur l'espace atlantique, voire faciliter un saut de génération, parce que je ne pense pas que la génération notamment de vieux qui domine au nord et qui va être de plus en plus vieux, de plus en plus vieille, cette génération-là soit capable de générer de l'innovation et de générer des démarches audacieuses. Donc il faudra faire un saut de génération, mais ce saut de génération, il devra être garanti non seulement par une éthique, mais aussi par des dirigeants qui incarnent et qui ont, au-delà d'une certaine vision, un certain sens de la responsabilité ou de la co-responsabilité de ce temps que vous appelez et qui n'est pas aujourd'hui à l'agenda pour construire quelque chose qui soit autre chose, je dirais, qu'une dérivée des années 30. Or, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le casting que nous avons sur le pourtour de la Méditerranée, enfin, le pourtour de l'Atlantique, excusez-moi pour ce lapsus, nous avons des gens qui se sont installés dans une espèce de social-démocratie molle et qui attendent... je ne sais pas si c'est du ciel ou si c'est des institutions ou des marchés, que tout se remette un petit peu dans une dynamique sage, alors qu'il faudrait des leaders qui impulsent des dynamiques fortes, qui fassent bouger les lignes et qui fassent de la transgression. Enfin, quand on regarde aujourd'hui un certain nombre de dynamiques
de reconstruction ou des initiatives qui pourraient voir le jour pour essayer de sortir de la crise, on voit bien que ce sont sur des univers qui ne sont pas les univers sur lesquels aujourd'hui on glose autour de la crise. J'évoquais par exemple ce matin dans les travaux que nous avons tout ce qui est fait par exemple sur le champ du maritime par les clusters maritimes aujourd'hui au niveau mondial sont beaucoup plus innovants que ce que l'on peut trouver dans les grands forums des grands groupes mondiaux ou des circuits économiques classiques. Donc je veux dire aujourd'hui, qui est capable de porter cette éthique, qui est capable d'incarner avec un certain charisme cette dynamique que nous appelons notamment sur l'espace atlantique, et qui est capable de supporter un saut de génération et des démarches de transgression. Voilà, c'est la question que j'aimerais poser à la tribune et notamment à M. Guénaud. Bien, merci M. Guillou de ce questionnement. On va continuer le tour des interventions et M. Guénaud aura droit de répondre, bien sûr. Qui donc veut prendre la parole maintenant? Je regarde, je n'en vois pas, à part monsieur que je n'ai pas vu, monsieur Diallo d'abord. Ensuite... Monsieur Diallo, vice-président de l'Alliance Atlantique, directeur général du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. Je dois tout d'abord remercier monsieur Guénaud pour sa présentation extrêmement riche, qu'on n'a pas le temps de commenter ici, qui est très intéressante, mais qui me donne au moins au passage l'opportunité de dire que justement, il nous importera, nous autres, qui travaillons sur la nécessité de construire une communauté atlantique, de méditer et d'étudier attentivement l'expérience de la construction de l'Union pour la Méditerranée pour tirer les principales leçons qui ont fait que, malheureusement, cette expérience est actuellement en stagnation. C'est en cela que je le remercie d'avoir évoqué le problème, parce qu'il est toujours bon d'avoir un miroir ou de faire compléter sa perception par celle des autres pour éviter certains écueils qui peuvent être de nature à fragiliser ce projet. Merci. Mon amiral, il y a 2 points sur lesquels je suis resté sur ma faim, notamment en matière de sécurité. Premièrement, l'accent n'a pas généralement été beaucoup mis sur les risques syndémiques. Et pourtant, dans l'exposé préliminaire du projet, en parlant de catastrophes naturelles, je pense que les initiateurs de ce forum ont bien été inspirés d'en connaître leur importance. Donc il serait bon que dans les conclusions ou aussi dans l'atelier, on peut compléter encore, qu'on développe davantage cette question-là. L'autre question, c'est sur la sécurité humaine. Je suis tout de même toujours en matière de sécurité, était un peu sur ma faim de constater que le principal facteur d'insécurité qui aujourd'hui est à l'ordre du jour dans l'espace atlantique se trouve être assurément le chômage des jeunes. Quelle perspective, quelle orientation, quels conseils, quelles directives ont été données dans les différents ateliers pour attirer l'attention de toutes les autorités gouvernementales, de tous les décideurs, de tous les acteurs, que voilà une bombe thermonucléaire à destruction massive sur laquelle tous les pays de cet espace atlantique, en particulier africain, sont assis. Et on ne peut pas dissocier la problématique de la sécurité humaine, de la sécurité alimentaire, de toutes les sécurités, de cette question fondamentale qui fait que, par manque d'emploi, par manque de formation, par manque de qualification, les jeunes sont désœuvrés, donc sans ressources, sans travail, donc sans ressources, et par voie de conséquent,
exposés dans les affres les plus indignes de la pauvreté. Je vous remercie. Merci de cette intervention. Monsieur, qui avait demandé la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. I'm a Brazilian trade economist. Nobody's perfect. So I'm always looking for where actions can be pursued. And yesterday there were several ideas that I think, in the context of the debate about the Atlantic space, are positive ideas to continue the debate. But more important is to have something very concrete in terms of where to follow. For instance, my friend Jorge Braga de Macedo, as an economist, he is not also perfect, suggested that networks of scholars could look at the areas of economics. There were also proposals with respect to historians, all of this to create a critical mass of information where concrete actions could be followed upon in important areas like energy, food security, are very positive proposals. I would argue that we have to look for the low-hanging fruits where action can be pursued. Economists typically don't agree on anything. I always quote an example of a conference in Yale in the 1960s where John Robinson and Gustav Reines were debating, and they couldn't agree on anything. The audience began to get a little bit impatient, and then somebody asked, but could you at least suggest one country that you believe is following the proper development policies? And both of them answer at the same time, Korea. Everybody was relieved till they realized that John Robinson was talking about North Korea and Gustav Reines about South Korea. This debate is over. We know which Korea has done the right things. So the same thing applies to the Atlantic. We have, however, to be humble. And in this context, I would suggest, as the slogan for the Initiative for an Atlantic Community, a sign that you can find in the Jan Mayen meteorological station in Norway. In front of the station, there is a sign that says the following: theory is when you understand everything, but nothing works. Practice is when everything works, but we don't know why. In this station, we unite theory and practice. So nothing works, and we don't know why. Yeah, thank you very much. Thank you for this statement. Excellent. Last, le monsieur posera la dernière question. D'accord, ok. Youssouf Ouedraogo, développement. Je dois d'abord saluer et féliciter les intervenants qui ont fait la synthèse, y compris la présentation de M. Henri Dienno. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que c'est bien de réfléchir. L'un des grands avantages et le mérite de cette rencontre, c'est qu'il revient à l'humanité de réfléchir sur ces problèmes. Parce que chaque fois qu'on résout un problème, on crée d'autres problèmes, comme le ministre Alamine l'a dit hier. Mais depuis la théorie de Karl Marx, Adam Smith, ce qui est resté dans le monde, c'est la théorie des rapports de force. Karl Marx a écrit quelque part que le capital sera fort à un certain niveau qui ne doit pas échouer. Et ce rapport de force, le monde a toujours fonctionné sur le rapport de force. On était content en 1989 quand le mur de Berlin est tombé, parce qu'on s'est dit c'est un multilatéralisme qui vient. Mais en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu d'écoute réciproque véritable. Il n'y a pas eu de dialogue véritable. On a continué de fonctionner sur les rapports de force. On a toujours vécu dans un monde où l'asymétrie était la règle d'or. Vous avez parlé de l'euro-méditerranéen.
Tout le monde sait que les pays qui ont été divisés en 3, pays d'Afrique subsaharienne, originaires des migrants, pays d'Afrique du Nord situés sur la route de la migration et pays d'Europe, pays d'accueil. Mais au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? On sait maintenant que des pays d'Afrique du Nord, comme le Maroc, sont devenus de fait des pays d'accueil. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre en considération ce schéma européen, euro-méditerranéen, pour regarder comment le relire dans un dialogue apaisé, pour créer une coopération triangulaire entre l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, parce que les données ont changé. On ne le fait pas. Donc forcément, il y a des problèmes. On prend aussi le climat. Si vous regardez les questions sur le climat, de Copenhague à Rio+, c'est un dialogue de sourds. Tout le monde sait où est le poumon de la Terre. Tout le monde sait quel est le continent qui contribue le plus à la protection de la biosphère et qui en profite le moins. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On discute toujours, l'Afrique pollue le moins, mais quand il s'agit de créer un fonds vert, de faire avancer rapidement pour aider ces pays à ne pas déforester, j'écoutais avec intérêt certains pays qui sont membres de l'Afrique centrale, où il y a la forêt du bassin de Congo, qui est un des grands poumons de l'humanité. Mais s'il n'y a rien qui est fait, forcément, les populations qui ont besoin de ça vont déforester. C'est évident, on le sait, dans 5, 10, 15, 20 ans, on va se poser la question pourquoi on a déforesté. Mais on avait la solution, on a encore les solutions. On parle du Conseil de sécurité. L'architecture de 48, on sait, est dépassée. Mais les Africains ont demandé à ce qu'il y ait une plus grande justice au sein du Conseil de sécurité pour avoir au moins une représentation, parce que la plupart des problèmes évoqués là sont des problèmes africains. Là encore, mur de silence, on n'est pas écouté. Ce sont les rapports de force qui dominent. Aujourd'hui, nous sommes dans une région de l'Afrique de l'Ouest où le Mali est en pleine crise et dont on sait qu'au-delà des questions identitaires, revendications de partis de territoire nationalistes, il y a un grand champ de trafic de drogue, de cigarettes, et dont on sait qu'il y a un pont vers l'Amérique latine, etc. Mais en vérité, ça fait 7 mois qu'on est là, on parle, on n'a pas fait quelque chose de spécial. Donc je suis d'accord avec l'analyse de M. Henri Guillenot sur le fait que nous avons parfois les solutions aux problèmes devant notre porte, mais nous ne franchissons pas le seuil de la porte. Alors on ne prend pas les solutions. C'est plus tard. Donc moi je salue cette discussion qui a permis de remettre ensemble un nombre de problèmes que nous devons résoudre. Et c'est pourquoi nous avons dit que pour nous, notre mandat, la Banque africaine de développement, c'est de travailler au développement du continent et de mettre en place l'ensemble des infrastructures dont nous pouvons être financiers ou catalyseurs au financement pour permettre de lever. Quand on parle des Desertec, projet d'énergie solaire, et Dieu seul sait que nous sommes dans une région où il y a du soleil, la visée n'est pas de produire l'énergie pour que ça soit pour nous, la visée c'est de la produire pour aller en Europe. Donc il y a un certain nombre de faits. Je crois que hier, il y a 3 mots qui ont retenu mon attention: asymétrie, respect, écoute. Si nous replaçons cela dans nos conversations et nos discussions, je suis certain que nous allons aborder les problèmes d'une autre manière et approcher les solutions.